Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Allô Mario. Alors, les syndicats du secteur public qui, tôt ce matin, ont émis leur communiqué avec le bilan des votes qui ont été pris. Et on s'y attendait, parce qu'on en avait vu des votes sporadiquement ici et là, qui étaient tous en haut de 90% pour la grève. Alors, le score final, 95% des membres ont voté en faveur de la grève générale illimitée. En fait, ils ont voté en faveur du recours, si nécessaire, à ce moyen de pression ultime. Ils n'ont pas dit on part en grève demain matin, mais ils ont dit s'il le faut, on est prêt à la grève générale illimitée. Quel message ça envoie au gouvernement? Bien, que les syndicats ont un mandat très, très clair. Il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'ils ont les coups des franches, ils peuvent aller de l'avant, ils ont leurs membres derrière eux. Ça, c'est une chose, mais tu fais bien de le préciser que c'est un mandat pour une éventuelle grève s'il devait avancer vers là et non un débraillement dès demain. Puis je pense que c'est important de le mentionner parce que, on l'a vu, il y a eu des sondages qui disaient que la population est vraiment derrière les syndicats, les membres sont derrière leurs syndicats, ils s'en vont dans une direction. Mais en même temps, ils sont dans un équilibre. Oui, ils ont le gros bout du bâton, ils ont les coups des franches, mais ils sont dans un équilibre qui est assez fragile, à mon avis, à mon humble avis, que s'ils poussent le bouchon trop loin, s'ils font, des grèves rotatives, ça pourrait être ça. Là, ils l'ont dit quand même assez clairement. Si ça avance pas il y aurait la journée du 31 octobre qui commence à circuler là, comme une première journée d'avertissement. Pas une grève générale, juste une journée. C'est ça, parce que là, ça fait quand même 1 an que leurs demandes sont déposées. Là, je pense que on est dans un processus de négociation, je vais appeler ça normal, où là, il faut que tu montres un petit peu plus que tu as le couteau entre les dents, que tu es prêt à aller un petit peu plus loin, que tu es prêt à aller faire une journée de grève, un peu de piquetage, sans trop perturber, parce que tu as tout le temps un maintien des services essentiels. Mettons, dans le réseau de la santé, il faut que tu maintiennes 90% de tes effectifs en place. Donc, ça perturbe pas trop normalement. Dans les écoles, ça joue un petit peu plus, là, mais si d'aventure, il devait aller vraiment vers une grève illimitée, là, comme on n'en a pas vu depuis 40 ans au Québec, avec des écoles fermées et tout, moi, je pense que l'appui de la population, il le perdrait là, instantanément. Ah oui? Tu le vois dans... Ouais, mais c'est ça, je veux dire, les gens, on est dans une période, je pense... je vais dire fragile. Hein? On sent que le monde sont un peu à bout. Là, on en a parlé souvent. Là, on le voit que les gens, au niveau de la politesse sur les routes, les gens ont la mèche un petit peu plus courte. On est dans des situations où, encore on le voyait là, aujourd'hui, là, un pourcentage super élevé de la population qui a des inquiétudes financières avec la hausse des hypothèques, avec l'inflation, tout ça. Donc, l'humeur générale n'est pas à 10 sur 10. Donc là, si tu rajoutes à ça des grèves, le soutien, à mon avis, le soutien de la population. En tout cas, moi, si j'étais un représentant syndical, je jouerais ça avec vraiment là, d'une main de maître. La question, Marie, qui se pose, c'est... Je dis ce que je vois, là. Les syndicats sont déterminés. Je pense qu'ils sont conscients quand même de, comme tu dis, leur élastique pour répéter s'ils exagèrent. Est-ce que le gouvernement, à ce moment-ci, devrait bouger sur son offre salariale? Parce que la position du gouvernement, c'est on va remettre peut-être de l'argent sur la table sur le salarial si et seulement si on obtient satisfaction sur des négociations concernant la souplesse dans les conventions collectives pour améliorer le service aux citoyens. Sauf que ça, c'est un peu complexe. Toute la question d'élaguer les offres, là, d'enlever des demandes. La ministre, moi, j'en ai enlevé, je me suis résumé à 5. Vous devriez faire la même chose. Mais on dirait que ça, le public voit pas ça. Là. Présentement, le public a l'impression que le gouvernement s'est campé sur un 9% il y a 1 an, puis qu'il bouge pas, puis qu'il négocie pas parce qu'il en rajoute pas. Est-ce que le gouvernement devrait rester ferme ou bouger? Pour le moment, moi, je pense qu'il devrait rester ferme. Pour notre bien-être commun à chacun d'entre nous, puis notre accès aux services, là, à l'heure actuelle, il devrait rester ferme parce que Sonia Lebel, elle a
100% raison quand elle dit s'il n'y a pas des changements au niveau de l'organisation du travail. Puis je prends encore là l'exemple du réseau de la santé parce que c'est celui que je connais le mieux. Moi, j'en ai fait des tournées. Là, je veux dire, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le réseau de la santé, mais j'ai fait des tournées comme députée, entre autres des tournées dans les CHSLD. J'en ai vu une centaine à travers le Québec avec des travailleurs là, qui me disaient, moi, là, comme infirmière ou moi, comme préposé aux bénéficiaires, si je travaillais des quarts de travail de 12 heures, j'aurais une meilleure qualité de vie, j'aurais une meilleure conciliation au travail. Pour les patients, ce serait meilleur parce qu'on ferait moins de changements de chiffre aussi pour les suivis de médication. Il y a juste des... Et on me disait, c'est les représentants syndicaux qui ne souhaitent pas avancer dans cette direction-là. Donc, Sonia Lebel, elle a raison là-dessus de dire, écoutez, les amis, moi, je veux bien remettre de l'argent sur la table, mais il y a un petit bout que vous devez faire parce que sinon, les services ne s'amélioreront pas. C'est ça l'enjeu. Oui, il y a un contexte de pénurie de main-d'œuvre, mais il y a d'autres enjeux aussi. Mais elle aussi, là, les deux sont sur une ligne, un fil de fer. Là, c'est jusqu'à quel point tu peux rester camper sur tes positions. Moi, je pense qu'elle a encore de la marge pour le faire. Peut-être qu'elle aura intérêt à mieux l'expliquer, à mieux expliquer c'est quoi. Parce que c'est vrai on ne comprend pas tant que ça. Je veux dire, moi, je viens du réseau, donc c'est peut-être pour ça que j'ai cette lecture-là. Mais je pense qu'elle ne l'a pas bien verbalisé quand elle parle d'organisation du travail. Elle parle de quoi? C'est pas clair, ce bout-là. Donc, à un moment donné, elle va perdre son instant avec ça. Là. Ce matin, à l'Assemblée nationale, au Salon Rouge, on a fait ça d'ailleurs en grande pompe, une belle cérémonie pour assermenter le nouveau député péquiste de Jean Talon, Pascal Paradis. Et tu te demandes, bon là, il y a une certaine euphorie au PQ, compréhensible. On a gagné un gros pourcentage, un comté qu'on n'avait jamais gagné dans l'histoire de ce comté. Depuis que Jean Talon a été créé comme comté, il y a 60 ans, dans le PQ, il ne l'avait jamais gagné. Là, une fois tout ça passé, tu te demandes, est-ce que ils sont passés de 3 à 4, là, ils sont pas 40. Est-ce que cette euphorie risque de retomber pour les péquistes? Je pense que ça va être un reste de session parlementaire vraiment intéressant parce que déjà, là, ils augmentent leur nombre de membres de 33 % là, en passant de... Ah oui, leur députation vient de faire un saut. Exactement. Mais ça reste qu'à 3, ils mobilisent l'attention médiatique depuis un an, là, beaucoup plus que l'opposition officielle, le Parti libéral du Québec, qui sont 4 fois plus nombreux, 5 fois plus nombreux, beaucoup plus que Québec solidaire aussi. Et là, le 4e qui vient d'ajouter, Pascal Paradis, c'est un orateur hors pair. C'est un gars qui a vraiment pas peur de débattre. Là, moi, je dis, regarde, tu sais ce qu'on a vu là en campagne électorale où il est allé faire quasiment un référendum sur son intégrité personnelle parce qu'il s'est fait accuser par la CAQ de mentir. Le gars, il est allé au BAC, il a argumenté, il s'est vraiment pas laissé branler par ça. Ça va être quelque chose à l'Assemblée nationale, là. Donc, tu sais, il y a déjà... Je pense qu'il va tomber... Je pense qu'il va tomber assez vite. Bon, il faut qu'il apprenne les règles du Parlement. Tu sais, disons, on va lui donner quelques semaines, mais je pense qu'il va devenir assez vite. Là, ce que j'ai vu de son talent, il va devenir assez vite un parlementaire efficace qui va pouvoir marquer des points, qui va pouvoir tenir tête au Simon Jolin Barrette sur des questions de droit ou autres, là, qui va devenir un parlementaire respecté en peu de temps. Oui, mais il va trouver ses repères rapidement parce que c'est un gars qui est habitué, tu sais, qui a fait, écoute, je me souviens plus si c'est le Parlement jeunesse, le Parlement étudiant, je pense que c'est le Parlement étudiant. Donc, tu sais, il a déjà frayé là-dedans. C'est un gars qui est habitué de mettre ses idées de l'avant. Sa courbe de croissance à l'Assemblée nationale, elle sera vraiment pas longue. Tu sais, moi, je serais vraiment pas étonnée. Tu sais, dans les bilans qui se font de session là, du parlementaire de l'année ou de la nouvelle recrue. Bon, la nouvelle recrue, tu me diras, il y en a juste une cette année. Donc, ça peut bien juste être lui. Mais le parlementaire de l'année, je pense qu'il va trouver ses marques vraiment vite. Puis, tu sais, est-ce que ça va faire une différence? C'est ça, tu sais, je te dis, il n'y a pas de bois mort au PQ. Ils sont 3, que ce soit Pascal Bérubé, Paul Saint-Pierre Plamondon, Joël Arsenault. C'est des orateurs qui sont excellents. Quand ils posent des questions à l'Assemblée nationale, ils marquent des points. Quand ils mettent des dossiers de l'avant, ils marquent des points. Pascal Paradis va être un ajout, un 4e là-dedans. Je pense que ça peut juste continuer de leur donner un élan, là. Puis, tu sais, c'est un gars qui a un background super intéressant aussi. En termes de contenu puis en termes de dossier. Donc, ça va être vraiment intéressant à suivre.
tu parles du PQ qui met des dossiers sur la table ou qui marque des points en mettant des dossiers sur la table. Ils en ont mis un ces derniers jours. Puis là, je dois avouer que je me pose toujours la question. Peut-être moi, je suis pas sensible à ça. J'ai toujours l'impression que c'est le dossier de celui là, qui veut faire parler de lui parce que ça marche toujours. T'es sûr de faire parler de toi 2 fois par année, au printemps puis à l'automne. La question du changement de l'heure. Puis il y a des gens qui sont mordus de ça, là, qui trouvent que c'est une affaire infiniment importante. Est-ce que tu penses que le PQ a pogné un gros dossier, un bon dossier? Là, c'est Pascal Bérubé qui est parti avec ça. Là. Je suis tellement contente que tu m'amènes là, Mario, parce que en disant, justement, en parlant de la pertinence du Parti québécois, je me posais la question sur cet élément-là. Bon, tu sais, ça, comme tu dis, là, c'est comme le jour de la marmotte, là, ça revient 2 fois par année. Ça fait 5 ans que le Parti québécois dépose une pétition pour abolir le changement d'heure, OK? Moi aussi, là, je me suis posé la question encore une fois cette année de ce que j'en pensais. Bon, il y a un côté où on peut trouver que c'est insignifiant, particulièrement dans le contexte. Là, je veux dire, on est dans un contexte de guerre, on est dans un contexte économique difficile, on est dans un contexte peut-être de pré-récession. Là. Donc, tu sais, mon premier réflexe, c'est de dire, ouais, vraiment, là, ton dossier de la journée, là, ton dossier de la semaine, c'est ça. Mais une fois qu'on a dit ça, sur le fond, il y a que, tu sais, je veux dire, c'est vraiment démontré que ça vient nous affecter au niveau de notre santé, tout le monde. Tu sais, Pascal Bérubé, il le dit, là, c'est 100% de la population, puis il n'a pas tort quand il dit ça, puis c'est pour ça qu'il veut recevoir des experts à ce niveau-là. Mais ça nous affecte au niveau de notre sommeil, ça nous affecte au niveau de l'humeur. Tu sais, il y a des causes d'accidents supplémentaires à chaque fois qu'il y a des changements d'heure. Tu sais, ça, c'est super documenté. Puis ce qui est intéressant, c'est de regarder que, tu sais, l'Ontario, ils ont adopté un projet de loi pour l'abolir, c'est juste qu'ils ne l'ont pas mis en place. L'Union européenne aussi, le Sénat américain aussi. Donc, c'est comme si tout le monde reconnaissait que c'est plus bien pertinent, mais ils se regardent en chien de faïence parce que c'est le côté économique qui fait que personne ne bouge parce qu'on se dit, ben, tu sais, mettons que nous, on bougerait, tu veux pas être plus ces mêmes fuseaux horaires économiquement que les États-Unis. Donc, c'est comme l'économie prend le pas sur la santé. Là. Moi, je pense que dans un Québec souverain, on aurait une meilleure heure, point. L'heure serait mieux. On aurait une meilleure point. Mais, tu sais, moi, j'ai l'impression, là, pour faire une histoire courte, là, on se reparle dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans de ce sujet-là. Ça va être fait un jour, ouais. Mais là, la question qui demeure, Mario, c'est laquelle on garde? Est-ce qu'on garde l'heure d'été ou on garde l'heure avancée? Puis j'ai l'air de niaiser en disant ça. Mais ça va être ça le débat à l'international une fois que va avancer. J'exige un référendum. Salut, Marie. On ajoutera ça à la liste du référendum sur le 3e lien. Tu vois, faut pas que toi et moi soient dans le même camp. Là. Ça va nous faire un mois complet que nos chroniques vont être faites à s'ostiner sur le changement d'heure. Salut, à demain. À demain.